toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu des petits soucis de connexion ce matin, donc ça va? Très bien. Super, merci. Oui, en deux mots, peut-être déjà l'expérience et le contexte à Nantes Métropole. Nantes Métropole, sur le dernier mandat, sur le mandat précédent, a mis en place un projet managérial avec différentes postures, dont notamment deux postures qui sont la créativité et l'innovation, et puis une posture qui est l'écoute et le bien-être. Donc, on est dans le sujet avec un slogan également qui est réinventons le service public. Dans le cadre de ce projet managérial, diverses initiatives ont été menées. Je pense à un groupe de pilotage d'innovation interne qui a été mis en place, qui s'est décliné ensuite par des ambassadeurs de l'innovation dans différentes directions. Et puis différents dispositifs, type des lab cadres, par exemple, dans lesquels on pouvait parler d'innovation et c'est un intervenant extérieur qui s'adressait aux managers de la collectivité sur la base du volontariat, des conférences managériales également. Je pense aussi à des heures créatives où là, on était entre pairs, c'est-à-dire sur le temps du midi, pendant une heure, des compétences repérées chez des collègues qui pouvaient venir partager leur savoir, leur savoir-faire, le savoir-être auprès de leurs pairs, sur la base du volontariat toujours. Je pense aussi à un forum des idées qui a été mis en place sur l'intranet. Et puis également, depuis 4 ans, on relaie l'initiative nationale qu'on a pris un peu à notre compte de la semaine de l'innovation publique, avec l'an dernier une semaine de l'innovation publique dans laquelle on a eu pratiquement 200 ateliers, 2700 personnes sur 50 lieux différents. Donc voilà, on est sur un événement qui commence à être un peu conséquent. Et puis, pour faire un peu peut-être aussi la promotion d'un territoire qui quand même essaie de promouvoir l'innovation. Donc, Nantes Métropole a été capitale européenne de l'innovation l'an dernier. Et puis, l'année précédente, nous avions reçu les trophées de l'innovation en 2018. Alors, une fois que j'ai dit ça, en préparant mon intervention il y a quelques mois maintenant avec David Carassus, on s'était dit ce serait bien aussi que je puisse donner mon avis et pas simplement dire tout ce qui se fait. Donc, une fois que j'ai dit ça, mon constat quand même, c'est que c'est évidemment très bien et je pense que le territoire de Nantes Métropole est vraiment vertueux à cet égard et que c'est très intéressant à cet égard. Pour autant, le monde du travail à Nantes Métropole n'a pas changé uniquement avec ça. Ma vision des choses, c'est que justement, le monde a changé. Et le monde du travail n'échappe pas à ça. Et le monde a changé avec une fulgurance assez incroyable. C'est-à-dire que moi, quand je réfléchis à la question, je me dis qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, c'est pile poil 20 ans, j'envoyais encore des fax. Voilà où on en est aujourd'hui par rapport au fax il y a 20 ans. Donc pour moi, le management aujourd'hui est devenu assez clairement inopérant. On a eu du mal, à mon sens, et pardon de le dire de cette manière-là, mais de passer le cap. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de regarder le monde du travail d'aujourd'hui tel qu'il était hier. Et je pense qu'il faut qu'on change de lunettes. Je le dis de manière un peu brutale, mais les changements ont été radicaux, je le disais, ils ont été fulgurants. Le travail est beaucoup moins central qu'avant. Il l'est encore, mais il est moins central. Les parties prenantes aujourd'hui sont plus nombreuses, sont plus exigeantes. Le monde est de plus en plus complexe. Je crois que c'est Émilie qui en parlait à l'instant. Complexe parce que le travailleur est à la fois un citoyen, mais c'est aussi un usager, c'est aussi un contribuable avec toutes les contradictions que tout cela génère. Et puis l'arrivée du numérique, on en a déjà beaucoup parlé, ça me semble incontournable. Le numérique a apporté beaucoup de changements, une accélération du temps, on pourra en parler éventuellement dans les questions. Le fameux multitâche, où on nous demande de faire plusieurs choses à la fois, ce qu'on le sait aujourd'hui, le cerveau ne sait pas faire. Un besoin d'accessibilité immédiate aussi, ça a été évoqué, je pense, par Émilie également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on peut, on veut. On est sorti de l'adage quand on veut, on peut. Aujourd'hui, quand on peut, on veut. C'est-à-dire que si notre service informatique nous met à disposition le nouveau chat ou le nouveau logiciel, on veut l'utiliser. On a vu, pardon de le dire aussi comme ça, mais les dégâts causés par PowerPoint. Les Anglais avaient inventé un terme qui s'appelait Death par PowerPoint, c'est-à-dire le PowerPoint qui tue les réunions, en fait, en gros. Donc, on a vraiment une utilisation, à mon avis, à repenser les outils numériques, même si le numérique, évidemment, a une formidable opportunité par ailleurs. Le quatrième point par rapport au numérique, c'est l'infobésité, la surcharge informationnelle. Il y a quelques temps, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, on me disait celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui détient l'information. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que celui qui détient le pouvoir, c'est celui qui arrive à faire le tri dans l'information. Voilà. On évoquait tout à l'heure également les SMS, le chat, le mail, etc. Voilà pour les grands changements, à mon sens, du numérique qui nécessitent qu'on repense l'approche managériale. Et puis, par ailleurs, le numérique en soi a aussi ses propres caractéristiques. On parle beaucoup des mésusages du numérique. Moi, je me souviens pendant un temps que je recevais des mails TTU dans l'objet, très, très urgent.
pense que si quelque chose est très urgent, si on a le feu à notre maison, on n'envoie pas un mail TPU aux pompiers. Donc, on a un vrai souci avec ça, je pense. Et il faut, à mon avis, revoir ces fondamentaux-là, si on veut innover dans le management. Et puis, je me disais, il y a des caractéristiques propres au numérique. Et dans l'article que David m'avait demandé d'écrire, je parlais de récursivité. Effectivement, je pense que c'est un outil récursif. Si on prend un marteau et qu'on veut enfoncer une pointe, à partir du moment où on a posé le marteau, il ne se passe plus rien. Par contre, quand on poste quelque chose sur un réseau social ou quand on envoie un mail, on a beau éteindre notre ordinateur, ça continue de vivre derrière. Il y a des gens qui réagissent. Donc le numérique, ce n'est pas seulement une affaire de mes usages, c'est aussi un outil qui a sa récursivité en lui-même. Pour moi, il y a deux conséquences majeures à ça. La première, c'est la diminution de la qualité des relations de travail. On le voit bien, aujourd'hui, on s'envoie un mail plutôt que d'aller se voir, avec tout ce que ça comporte comme difficulté de communication. On n'a plus le non-verbal, on n'a plus le non-verbal, etc. Donc ça, c'est le premier point, la diminution de la qualité de la relation de travail. Et le deuxième point, et ça a été évoqué tout à l'heure, je crois, par Christelle, c'est la complexité. C'est-à-dire que les choses sont vraiment de plus en plus complexes. Or, comment on répond à la complexité? Et ça, c'est Edgar Morin qui le dit, c'est pas Fabien Lambert. Eh bien, on répond par du compliqué. C'est-à-dire qu'on fait des règles, on fait des processus, on fait des procédures, on fait du reporting. Or, de quoi souffrent aujourd'hui les collaborateurs, les managers comme les managers? C'est justement ces procédures, ces règles. C'est-à-dire que ça engendre également une surcharge de travail, une perte de sens. Dans toutes les études que j'ai pu parcourir ces derniers temps, les facteurs qui sont générateurs de mal-être au travail, c'est exactement ça. C'est-à-dire la qualité de la relation, le sens, le temps, l'autonomie, voilà, toutes ces choses. Donc pour moi, innover, c'est s'attaquer à ça, à la fois en donnant à voir tous ces mécanismes-là, et puis en donnant des clés simples. Et quand je dis des clés simples, c'est bien s'attaquer aux fondamentaux. Je suis par ailleurs formateur en management, donc j'ai la chance de voir différents types d'organisations. Malheureusement, je fais le constat qu'aujourd'hui, beaucoup de managers ont encore du mal à mener un entretien digne de ce nom, un entretien efficient, avec tout ce que ça suppose comme connaissance en matière de soft skills, on l'évoquait tout à l'heure, que ce soit un entretien de recrutement, un entretien de régulation, de recadrage, ou même un entretien professionnel d'évaluation. On voit bien qu'on a de sérieuses difficultés sur ces sujets-là, qui sont pourtant des fondamentaux du management. On voit bien aussi que beaucoup de managers ont du mal à organiser des réunions efficientes. On voit bien que les managers ont du mal à gérer leur temps. Ça a déjà été cité par les deux premières intervenantes. Mais ce n'est pas une fatalité. On a aujourd'hui des possibilités de réapprendre aux managers et aux managers des bonnes pratiques pour se dégager du temps dans leur journée. C'est tout à fait possible. Donc, à mon sens, une vraie innovation, ce serait de miser sur la formation. Mais effectivement, comme le disait Yunid, de miser sur une formation qui soit probablement différente. C'est-à-dire former, à mon sens, urgemment, massivement, les acteurs, et pas par du saupoudrage, et différemment. Quand je dis différemment, c'est peut-être aussi de prendre de la hauteur. Je parlais des entretiens tout à l'heure. Dans les entretiens, on est traversé par tout un tas de biais cognitifs. Mais par exemple, c'est d'injecter beaucoup plus de sciences humaines et sociales aujourd'hui chez les managers. On a vraiment besoin de ça. Je ne sais plus qui disait, il faut s'appuyer sur plus grand que soi. Le plus grand que soi, c'est la culture notamment. Voilà, c'est vraiment d'injecter de la culture et du savoir auprès de l'ensemble des managers, quel que soit le niveau de management, bien entendu. C'est un premier point. Combien de managers aujourd'hui, par exemple, connaissent la revue HBR, Harvard Business Review? Quels sont les managers qui sont abonnés à cette revue pour recevoir, ne serait-ce qu'une fois par mois, un petit peu de connaissances en matière de management et sciences sociales? Je pense qu'on a une carte à jouer sur ces sujets-là. Je vais donner un autre exemple sur une formation, une approche différente de la formation. Si on forme les managers à se dégager du temps dans leur journée, on peut estimer que sans aucun problème, on va leur dégager 30 minutes dans leur journée. Eh bien, 30 minutes, c'est plus de temps qu'il n'en faut pour visionner une conférence TED. Si on se mettait à développer les conférences TED au sein des organisations, on pourrait avoir 2-3 fois par semaine des managers qui accèdent facilement, par exemple, à des conférences TED. Mais former autrement, c'est aussi peut-être faire des formations plus ludiques, auxquelles on a envie d'aller. L'idée, c'est bien de faire en sorte qu'on prenne aussi du plaisir au travail, puisque c'est que le plaisir est générateur de performance et de bien-être. Donc, c'est aussi revoir notre copie par rapport à ça. Et puis, peut-être, pour les grandes organisations, avoir de la formation interne. Puisque je le disais, si on veut transformer en profondeur nos organisations, il faut de la formation massive. En réussissant à développer des formations internes, on aura une force de frappe bien plus importante, et puis on collera aux réalités de terrain, et puis on aura également une certaine souplesse. Et puis, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, je pense que dans la question de la formation, vous l'aurez compris, qui chez moi est centrale,
il y a une vraie vigilance à avoir sur la question des effets de mode qui moi, me chagrine beaucoup. Je suis scientifique de formation, je vois intervenir parfois des intervenants à coup de neuromythes dans tous les sens, pardon de le dire encore comme ça, mais on a tendance à appeler les neurosciences à tout va en ce moment et ajouter le préfixe neuro devant tout. J'entends encore des intervenants parler de cerveau droit, de cerveau gauche, voilà, on entend tout un tas de choses. Je pense qu'il faut être aussi prudent par rapport à ça. Il y a un effet de mode aujourd'hui, y compris sur le développement personnel, qui est une manne commerciale, on peut le dire aussi comme ça. Alors bien entendu, tout n'est pas à rejeter là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est aussi que c'est pas forcément non plus en faisant une murder party ou en faisant du coaching à l'aide de chevaux ou en ayant un anthropologue qui vient intervenir dans notre organisation qu'on va transformer l'essai. C'est très bien, j'en suis friand, donc je ne critique absolument pas ça. C'est juste que si on se contente de cette couche de vernis, à mon sens, c'est dangereux parce que les choses vont nous rattraper. Je ne sais plus qui disait les choses qui se présentent vont plus vite que celles qui se représentent. Voilà, on est un peu dépassé aujourd'hui. C'est ce que nous explique d'ailleurs Edgar Morin quand il nous décrit la complexité. On n'a plus les moyens de décoder ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux sur ces questions de formation managériale. Et puis, dernier point, et j'en termine là-dessus, dans l'article de la revue du gestionnaire public, pardon, j'évoque aussi la récursivité qui, elle aussi, est chère à Edgar Morin. Et donc, je dis effectivement, les managers produisent les organisations qui produisent les managers. Donc, on est dans un espèce de cercle vicieux, là, et on a du mal à savoir comment en sortir. Mais en réalité, je pense que ce n'est pas une fatalité. À mon sens, tout de même, les bonnes organisations émergent des bonnes postures. J'insiste là-dessus, les bonnes organisations émergent des bonnes postures. C'est-à-dire que si on forme massivement et autrement tous nos managers à changer leur posture, notamment avec les soft skills et avec de la connaissance sur les sciences humaines et sociales, la machine et l'organisation va bouger. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans l'action, il faut agir. C'est Montaigne qui disait, je crois, on est né pour agir. Il faut agir avant de réorganiser, avant d'émettre des guides ou en parallèle. Mais aujourd'hui, on émet des guides, on fait des enquêtes, on réorganise. Mais soyons dans l'action de formation. À mon sens, c'est l'une des clés demain si on veut avancer sur l'innovation managériale. Voilà, pardon, j'étais un peu peut-être incisif, mais c'est un message que je tenais à faire passer.